sur un papier, on peut communiquer avec quelqu'un, j'ai toujours adoré ça. Et dès que j'ai commencé à savoir écrire, j'ai eu envie d'écrire des histoires sur des petits carnets, des trucs de 3 mots. J'ai toujours, dans ma tête, adoré écrire. Et adoré dessiner. J'ai toujours aimé faire des dessins. Comment viennent les idées des livres? Ça, c'est une grande question. Spontanément, évidemment, ça, on ne sait pas d'où ça vient. Parfois, c'est la nuit. Parfois, c'est... Je crois que quand on écrit, il y a quelque chose dans la tête qui se passe de manière très spéciale, différemment des autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on a toujours... moi, j'ai toujours des papiers et des stylos, des crayons partout. Parce que s'il y a une idée qui vient, il faut pouvoir la noter. Mais même si je fais du vélo, si je suis... sous la douche, c'est un peu plus dur, pas que la douche dure trop longtemps, mais c'est tout le temps. C'est parce que les idées, ça vient, ça ne vous demande pas la permission avant d'arriver. Parfois, vous regardez un film, puis vous avez une idée qui vous vient sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui va vous servir pour le texte que vous êtes en train d'écrire. Donc même au cinéma, j'ai un papier, un crayon, et dans le noir, j'écris... On ne sait pas quand les idées arrivent. Elles arrivent, elles arrivent. Pourquoi ils n'arrivent pas? Ça m'est jamais arrivé. Alors, je vais vous donner un petit truc. S'il y en a parmi vous qui aiment écrire, en fait, les idées, c'est jamais le problème. Et les idées, plus on travaille à en avoir, plus on en a. C'est pas ça qui est difficile. Après, c'est de trouver la discipline, le temps, et puis, parce que ça se travaille, les idées. Mais les idées, en fait... c'est une question de gymnastique mentale. C'est comme l'assouplissement. Quand on a quelqu'un qui n'est pas souple du tout, on se dit, voilà, il a une pente à remonter avant d'arriver à... Et puis, les gens qui travaillent leur souplesse, ben, pour eux, c'est... Donc, les idées, c'est pareil. C'est un peu la souplesse d'esprit. Parce que j'y ai habité pendant 20 ans. Donc... j'y ai habité si longtemps parce que ça m'a beaucoup intéressée. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup d'amis chinois, j'ai interrogé beaucoup de gens un peu âgés sur ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Et donc, moi, ça m'intéresse de raconter un peu toutes ces choses que je sais parce qu'en France, on ne connaît pas beaucoup de choses sur la Chine et surtout les jeunes, bon, on connaît si on fait des études d'histoire, si on fait des études de géographie, on va découvrir des choses sur la Chine, mais les jeunes et les enfants et les jeunes ne connaissent pas tellement la Chine d'aujourd'hui, la Chine d'hier encore moins. Et puis surtout ce qu'on connaît sur la Chine, même si on regarde la télévision et tout ça, on va connaître le développement, on va voir Shanghai, on va voir ces villes qui ressemblent un peu aux villes américaines, sans se rendre compte que ça c'est une toute petite minorité en Chine, que la Chine c'est très grand, que les 3/4 de la Chine c'est la campagne et que les gens continuent d'y vivre très très pauvrement avec très peu de choses et on ne parle jamais tellement de ça. Même les adultes ils connaissent en France, ils pensent, quand on leur parle de la Chine, ils pensent justement au développement des grandes villes alors que les 3/4 de la Chine c'est pas des villes. Et tous vos livres portent sur la Chine Et presque tous mes livres parlent de la Chine parce que les éditeurs, moi je suis un petit peu la spécialiste de la Chine pour la jeunesse. Donc les éditeurs sont assez contents que ce soit quelqu'un qui connaisse si bien qui en parle, donc ils sont très demandeurs. Les éditeurs, ça leur plaît que je parle de la Chine, parce qu'ils savent que je connais très bien. Donc ben, tout le monde est content. Voilà. Ah non, il n'y a pas eu que ça. Ça c'est un choix. J'ai écrit sur d'autres époques. Par exemple, le Théorie de Trésor, c'est Pékin d'aujourd'hui. Ce livre-là, j'avais envie de parler de la révolution culturelle parce qu'on en parle souvent en France en disant n'importe quoi, en mélangeant les époques. Donc ça m'énerve. Donc je me suis dit, ben voilà, on va faire un livre qui va vraiment parler de l'époque et on va dire exactement comment c'était et à travers le quotidien. Moi, ce que je voulais faire, c'était ça, c'est montrer comment ça a changé la vie de tous les jours. On voit quand on les oblige à ramasser des mouches, 40 mouches par jour. Bon ben, vous imaginez ce que c'est si vous deviez le matin apporter au lycée une boîte avec 40 mouches et qu'on vérifie qu'il y en avait bien 40. Bon, ben, voilà, c'était ça, leur quotidien. Pourquoi fallait ramener ces gens? Pour manger. Hein? Ah, pour les manger? Non, pas pour les manger, pour détruire les mouches. Ah. Bon, c'était une campagne d'hygiène, donc pour qu'il y ait moins de mouches.
Chacun portait des mouches, et puis il y a eu parfois c'était des souris. Non plus rien du tout. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec ce système d'éducation. Ceci dit, il y a toujours de la propagande, il y a toujours des discours officiels, il y a toujours des images de propagande un peu moins caricature que ça, mais ça existe toujours. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, avec l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut en Chine. Alors qu'à cette époque-là, l'argent ne servait à rien, puisque on trouvait très très peu de choses à acheter. Tout ce qui était... l'informatique n'existait pas encore en Chine, mais on pouvait avoir une radio, un frigo, tout ça, mais ça venait de l'étranger, parce que la Chine n'en produisait pas encore, donc il fallait avoir... donc c'était vraiment un monde, un autre univers. Mais est-ce que c'est toujours communiste ou... Alors, ils disent qu'ils sont communistes. Ceci dit, les communistes purs et durs disent que ça n'a plus rien à voir avec les communistes, puisque c'est ceux qui ont l'argent, ils sont au-dessus des lois, ils font absolument ce qu'ils veulent. Non, c'est un monde très très dur, pas facile, et surtout les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. Et maintenant, pour aller se faire soigner dans un hôpital, il faut montrer avant qu'on peut payer. Si vous avez un petit salaire, c'est un petit artisan qui gagne très peu, vous savez que si vous tombez gravement malade, vous ne pourrez même pas vous faire soigner à l'hôpital. L'ennui, c'est que si moi je vous parle d'un endroit qui est tellement différent de chez vous, comment vous allez vous rendre compte qu'il est différent de chez vous? Je suis bien obligée de vous donner des petites indications. Je suis bien obligée de vous décrire, vous montrer que la vie ne ressemble pas à cette que les maisons ne ressemblent pas du tout à l'endroit où vous vivez vous, que même ce qu'on mange est tellement différent. Je suis obligée d'en parler, sinon on peut pas. Je vais écrire juste une histoire d'action et ça ne sera pas du tout, c'est pas mon créneau. Si je veux vous parler de quelque chose qui existe vraiment, un endroit du monde, à une époque donnée, je suis obligée de faire des descriptions. Je sais, c'est quelque chose qui ralentit un peu le rythme de lecture, et on le dit souvent, mais je pense que c'est inévitable. Ce qui m'intéressait, c'était deux points de vue différents, parce que vous avez compris qu'ils sont originaires de deux familles qui n'ont rien à voir, et ça permet aussi de comprendre un peu mieux la Chine de cette époque, parce que l'origine sociale des parents comptait énormément pour la façon dont on était perçu. Si par hasard on avait le malheur d'avoir des parents qui avaient été d'une famille un peu riche avant la Révolution, on allait être la cible de toutes les critiques et tout ça. Donc là, ce n'était pas le cas, mais c'était quand même des gens qui venaient d'ailleurs. Alors qu'elle est d'une famille beaucoup plus active dans la propagande et tout ça. Donc ils ont un point de vue différent sur les choses, mais en même temps, elle, du coup, elle est plus critique, elle est plus fine. Donc, leur différence de caractère aussi, ça leur permet de voir les choses très différemment. Et ça me permettait de montrer au lecteur qu'il fallait peut-être avoir un peu de recul. Parce que lui disait des choses, c'est pas forcément la seule manière de voir. Et pareil pour elle. Et j'ai mis elle et lui, parce qu'au début, je n'avais pas mis. Et l'éditeur m'a dit, mais non, ces prénoms, c'est trop compliqué pour le lecteur, il faut au moins qu'on ait quelque chose à se raccrocher. Je dis, c'est facile, on va mettre elle, chaque fois que c'est elle, et lui, chaque fois que c'est lui. Donc ça, peu importe si les noms s'embrouillent, on saura que c'est tantôt le garçon, tantôt la fille. L'histoire, en fait, est une histoire vraie. C'est le garçon est quelqu'un que je connais très très bien, et c'est vraiment sa vie. Gambing existe réellement. Voilà, il existe réellement, et je lui cassais les pieds depuis très 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 longtemps pour qu'il me raconte son enfance. Il me dit toujours, oh non, mais ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ça n'a aucun intérêt? Je t'assure que moi, si je racontais cette histoire, c'est absolument incroyable pour des jeunes Français. Oh oui, mais je ne me rappelle plus de rien. Et alors, je dis, mais écoute, mais non, mais c'est moi qui vais te poser des questions. Je vais juste te poser des questions, tu vas me répondre. Bon, d'accord. Et puis en fait, je suis arrivée, j'avais mon petit magnétophone, et mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais c'est pas... Écoute, bon. Et puis alors, ça démarrait pas. Bon, écoute, alors on a commencé, je dis, mais sors-moi des vieilles photos. Je suis sûre qu'il y a plein de... Alors il a commencé à me sortir des vieilles photos de son enfance. Alors moi, je prenais des notes, je prenais des notes. Et puis après, j'ai commencé à lui poser des questions. Il ne s'est même pas rendu compte. Et puis le soir, il me disait, mais je me rends
je me rendais même pas compte que je me rappelais de tout ça. J'avais l'impression d'être un peu une psychanalyste qui lui faisait, j'avais tiré le bout de la ficelle et puis tout venait, il suffisait de tirer. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une vraie vie. Il s'appelle vraiment Grand Ming? Non, j'ai changé les noms. Mais, c'est Youfei, donc vous parlez à la fin, non? Enfin, avec la prononciation à la fin. Et alors, quelle a été sa réaction à la sortie du livre? Alors, ben, j'appréhendais un peu justement. Et il a dit, c'était formidable. Il a dit, mais vraiment, là tu m'embouches un coin.